Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors qu'est-ce qu'on a dans le chaudron aujourd'hui? Eh bien, après avoir allumé le feu, on a mis un gros bol de nature, on a mis quelques pincées d'énergie, on a mis un soupçon de bonne humeur, on a mis quelques cuillères de connaissance, parce que c'est quand même important, plus quelques autres petits ingrédients secrets que je ne vais pas vous révéler parce que c'est un secret. Et on a laissé mijoter tout ça pendant une quinzaine de jours. Et au bout de 15 jours, quand on a soulevé le couvercle, qu'est-ce qu'on avait dans le chaudron? Eh bien, on avait Silver Gardi, géobiologue de son état. Bonjour Silver. Bonjour Gérard. Et donc Silver va nous parler de son métier que nous ne connaissons pas et qui va tout nous expliquer. Alors déjà pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement décrire qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé à ça quoi. Eh ben, c'est pas un parcours simple. J'imagine, Manu. C'est moi qui le dis, hein, forcément. Ouais, effectivement. Bon, alors, ouais, on me qualifie de géobiologue. Oui, certes, oui. Bon. C'est un terme un peu pompeux, moi qui me dérange un petit peu parce qu'il fait un peu tout libre. Ça fait un peu médecin. Ça fait pas gynécologue, hein, c'est géobiologue. Oui, juste, ouais, c'est pas la même matière. Hein, c'est pas la même matière. C'est pas du tout la même matière. Voilà. Moi, à la base, j'aurais voulu, non pas être un artiste, mais j'aurais voulu être sourcier. Oui. J'aurais voulu être sourcier, ça franchement c'est un truc qui me passionnait, la flotte, tout ça. Et un jour j'ai rencontré un type qui est venu chez moi, et ce garçon était étudiant à l'université du Maine, en histoire, et il voulait absolument recréer tous les déplacements des troupes qui ont eu lieu dans la Sarthe lors de la Révolution française. Mais on sait très bien que dans cette région-là, ça s'est passé par souterrain beaucoup. Et ce gars-là, il est venu me voir, j'avais une cave effectivement, quand il a vu ma cave, il m'a dit mais cette cave est un départ de souterrain, je ne soupçonnais même pas que ce soit le cas évidemment. Et, mais je l'ai vu, donc il était dans sa deux chevaux, il est revenu avec deux baguettes parallèles. Voilà, ça, voilà, genre de choses. Et je l'ai vu plier ses baguettes et il m'a demandé si le champ au-dessus de la cave était à moi. Je dis bah oui bien sûr. Et ce gars-là il était dans mon champ, j'ai vu ses baguettes tourner. Il m'a indiqué quelque chose. Alors là moi j'étais un peu scié parce que je n'ai pas été vraiment éduqué à considérer ou à comprendre des choses invisibles. D'accord, j'ai été éduqué par des grands-parents qui étaient assez pragmatiques, assez cartésiens, et parce que chez eux, ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. C'était un peu ça. Et je me suis aperçu quand même qu'entre les choses, eh ben, il y avait d'autres choses, en fait, quand on regarde bien. C'était un peu ça. Et ce gars-là, il avait la faculté de détecter le vide sous ses pieds. Ah oui. Alors moi, ça m'a gratté un peu. Avec ces baguettes-là. Avec ce genre de baguettes, oui, tout à fait. Donc moi, ça m'a quand même, ça m'a choqué. Je ne vais pas dire autre chose. C'est pas possible. Il n'y a rien et le mec il détecte le rien. D'accord. Bon, plus tard je saurai que le rien est tout, mais ça on en parlera plus tard. Et donc j'ai été très poli avec lui, je l'ai laissé travailler, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé surtout comment est-ce que vous faites ça. Et il m'a dit je ne me répondrai pas, c'est mon secret. Alors ça c'est surtout pas le truc à me dire. D'accord. Parce que moi les secrets j'adore les percer. Donc piqué au vif, j'ai été très poli avec lui, je vais faire un café en attendant qu'une chose, c'est lui voir les talons. Quand il est parti, je suis allé dans l'atelier, j'ai coupé 2 morceaux de fil de fer que j'ai mis en L, dans la forme de mes baguettes, l'actuelle, et j'ai été au même endroit où il était, avec mes baguettes devant moi, même position, et je me suis dit si ça marche avec lui, ça marchera avec moi. Bien sûr. J'ai essayé, les baguettes ont tourné. D'accord. J'avoue que j'ai tremblé. J'ai vraiment mon émotion parce que je me suis dit merde. Je suis désolé, mais là je suis obligé d'employer le mot de Cambronne, et ça a été le cas ce jour-là. J'ai dit merde, il y a des trucs qui se passent et que je ne connais pas. Et si je ne connais pas, il faut que je les connaisse. Je suis un curieux de nature, c'est comme ça. J'avais déjà mis le pied dans des gamètes où il ne fallait pas, mais par curiosité, il fallait que je sache. Bah oui, bien sûr. Mais bon, je ne pas. Et donc, ça, là, vraiment, j'ai été piqué au vif et j'ai voulu comprendre ce qui se passait, pourquoi est-ce que ces baguettes fonctionnaient dans les mains des gens. Voilà. J'ai fait essayer d'autres personnes, ça ne marchait pas, d'autres ça marchait.
Je me suis dit, il y a quand même quelque chose, c'est pas possible, Ouais. il faut arriver à expliquer ça. J'ai contacté des sourciers, j'ai eu quelques explications, mais à l'époque on n'avait pas internet. Ben non. Donc j'ai dû me débrouiller un petit peu tout seul, encore une sûr. fois autodidacte, et j'ai commencé à travailler aux baguettes. Aux baguettes. Et je me suis laissé dire qu'avec ces baguettes-là, on pouvait trouver de l'eau, on pouvait trouver des veines d'eau, et j'ai commencé à travailler dans mon petit coin à moi, autodidacte, je le répète, et donc ça demande des mois, des années de travail. Oui, bien sûr. Bah Parce que le fait qu'elle bouge, c'est une première chose, mais ça c'est tout à fait naturel. Par contre, comprendre ce qu'elles indiquent, pourquoi elle bouge et comme ce qu'elles indiquent? c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un travail qui est vraiment très long et très, très compliqué, surtout quand on ne peut pas se réveiller. Bah oui. Et donc j'ai fait ma tête de cochon et j'ai continué sur cette voie autodidacte et j'ai quand même réussi à comprendre le langage des baguettes. On connaît la langue des oiseaux, et bien moi j'ai le langage des baguettes maintenant. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à comprendre ce que ça m'indiquait, j'ai commencé à m'habituer, à me fiabiliser avec cette recherche assez particulière que je qualifiais d'ailleurs au départ d'ésotérique, mais aujourd'hui après des années de travail que je qualifie de tout à fait logique, physique et naturelle. Oui. Voilà, puisque finalement l'être humain est capable de détecter les matières sous ses pieds de manière totalement naturelle. Oui, Ça fait partie de nos fonctions, mais qu'on a oublié puisqu'on a inventé maintenant le robinet. Donc on n'a plus besoin de se faire suer, aller chercher de l'eau sous nos pieds. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé, avec des baguettes parallèles. Et je suis resté toujours très, très fidèle à mes baguettes. Parce que j'ai commencé avec des baguettes, je continue avec des baguettes. Ensuite, je me suis un petit peu amélioré puisque je ne voulais faire que de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une infime partie, finalement, de la géobiologie. D'accord. Ce qu'on appelle la géobiologie, c'est l'étude des nocivités naturelles et artificielles et leur impact sur l'être vivant dans sa généralité. D'accord. Quand je parle d'être vivant, je ne parle pas seulement d'humains. Oui, je parle d'animaux, des animaux. Je parle de végétaux. Des végétaux. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je parle d'infrastructures. Des incidences sous le dessus. D'accord. Absolument. Et ça, c'est tout un travail. Il faut apprendre à les reconnaître. D'accord. Donc, on commence avec des baguettes et s'amuse avec des choses, et ensuite, au fil du temps, on commence à sentir les prémices de ce qui nous passe dans le corps, parce que c'est tout simplement un travail de taux vibratoire. Donc quand on met les pieds dans un endroit qui n'est pas notre taux vibratoire, il va se passer une réaction. Une réaction certainement d'autodéfense, je pense. Oui, bien sûr. Et donc il va y avoir une réaction. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une information qui rentre dans le corps et qui va être transmise par les baguettes. D'accord. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Il faut savoir que lorsqu'on est habitué à travailler, lorsqu'on travaille pas mal, eh bien on va dire déterminer avec beaucoup de précision l'infime moment où l'information rentre dans le corps jusqu'au moment où le matériel va vous l'amener. Donc c'est à l'intérieur du corps, c'est pas la baguette qui est intelligente. Absolument pas. Absolument pas. Bon, je ne vais pas dire que je suis intelligent, mais quelque part, j'ai des réactions naturelles normales. Voilà, voilà, tout à fait. Et donc, ces petits prémices, on apprend à les domestiquer. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, après tout, baguettes, on n'a pas forcément besoin. On ne les a pas forcément dans la poche. Et en plus, on ne les a pas forcément dans la poche. Ça peut arriver. Hein. Voilà, t'arrives chez quelqu'un, écoute, moi j'ai un problème, il paraît que tu détectes, mais tu ne peux pas voir. On n'a finalement pas besoin des baguettes. Les baguettes, c'est quelque chose qui nous met sur le rail, on commence à travailler avec, et puis finalement, très très vite, on n'en a plus besoin. Parce qu'on apprend à connaître les réactions de son corps par rapport à l'endroit où on se trouve, tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce que c'est. La géobiologie, alors c'est de la sorcellerie. J'aime bien sorcellerie. Sorcellerie, oui. Attention, quelle est la différence entre sorcellerie et sorcellerie? Un U. Un U, en l'ancien français qui s'écrivait avec un V. Tout à fait. Le V. N'est-ce pas la furcelle qui sert aux sorciers à trouver de l'eau? C'est la baguette. Ressort là du mot sorcier. Ressort là du mot sorcier. Il va te rester à gauche le haut, à droite le R, l'eau et l'air. C'est savoir se situer dans les éléments. Tout simplement. Voilà. D'accord. Voilà une explication, moi qui me plaît bien. Oui, tout à fait. Qui est un peu poétique, un peu imagée, mais qui ressemble vraiment à ce que c'est qu'un sorcier. Donc la sorcellerie, c'est la base. Ensuite, lorsqu'on veut travailler sur on va dire le blocage des nocivités dans l'habitat, eh bien, il ne faut quand même pas écarter quelque chose qui est très très important, c'est la reconnaissance des champs magnétiques naturels dus à la rotation de la Terre. D'accord? Réseau Hartmann, réseau Curie, réseau Perret, il y en a quand même pas mal, d'accord? Moi j'ai simplifié la chose, parce que je n'ai pas voulu m'embrouiller avec plein de choses, donc moi j'ai gardé Curie et Hartmann. D'accord.
d'accord. Hartmann, ce sont des mailles tout simplement, des résurgences dues à la rotation de la Terre, comme je te le disais, qui font 2 mètres sur 2 mètres 50. 2 mètres, le petit côté 2 mètres est toujours plein nord, 2 mètres 50 est-ouest. D'accord. Facile. Ça c'est très simple. Quand on se promène avec des baguettes, Ouais. et que la baguette tourne dans l'angle droit, c'est qu'on est sur une bande de réseau. Mhm. On va jusqu'à la direction qu'elle nous indique. Mhm. Ça retourne dans l'angle. Donc on est encore sur un angle. Ouais. Ensuite, vous continuez et on va former notre maille. On se passe d'accord. Bon, ça c'est le premier. C'est celui que moi j'utilise particulièrement sur la détection des nocivité dans l'habitat normal, c'est-à-dire les maisons, bien sûr. Et on va devoir aussi détecter ce qu'on appelle le réseau Curie. Ouais. On appelle aussi le réseau diagonal. D'accord. Diagonal. Pourquoi diagonal? Eh bien, tout simplement parce que quand on a une maille Hartmann, d'accord? Donc c'est d'est en ouest et de nord en sud. Absolument. Eh bien, il suffit d'un angle à un autre de tracer un trait diagonal sur ce Hartmann. Et là on a le Curie. Sur le Curie. D'accord, ok. Tout simplement. Qui lui va faire 4 mètres sur 4 mètres 50 approximativement. Alors les bandes peuvent faire 20 à 30 à 40 cm d'épaisseur, d'accord? Ouais. Mais qui peuvent aussi se déplacer ponctuellement. D'accord? Ok. Il faut bien savoir qu'on vit sur une planète qui est vivante, qui bouge, Bien sûr. tout bouge. C'est un peu comme la baie du Mont-Saint-Michel, ça Ouais, bouge, ouais. ça bouge dans tous les sens. Et donc ce qu'on va trouver à un moment, on va le retrouver décalé à un autre moment. C'est tout à fait naturel, puisque ça, mais ça reviendra à ce moment-là. Il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. Donc il faut établir une moyenne à peu près des positions de bande sur du Curie. D'accord? Donc voilà, on établit les réseaux et le but du jeu, c'est tout simplement de détecter les points géopathogènes. Donc géopathogène, c'est géologiquement pas sain. Ah, c'est pas ça du tout. C'est quelquefois, en blaguant, j'appelle ça les points belle-mère. Non, ça se dit pas. Surtout pas Méchant. alors surtout pas la mienne que j'adore, surtout pas. Mais il y a des endroits, donc ça va créer tout simplement une grosse nocivité tellurique qui va remonter. D'accord. Et si jamais tu stagnes, Mhm. si tu passes dessus en marron, tu passes, pas grave, il n'y a aucun souci. Par contre, si jamais ton canapé est dessus ou ton lit est dessus, Mhm. le problème c'est que tu vas bouffer du haut négatif. D'accord. Et forcément, ça va avoir un impact sur ta santé. Alors moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Moi, je ne fais que répéter bêtement ce que... Ça, il y a des études qui ont été réalisées, et des mesures qui ont été... La toute première étude, c'est le révérend père Débucois. Le révérend père Débucois. Début quoi? Oui, un révérend belge qui a perdu un ami, qui était patron d'une entreprise et qui est mort d'un cancer. Donc ça, c'est un ami, ça lui a gratté un peu la tête quand même, parce qu'après le mort, voilà, c'est toujours gênant. Et son fils a repris la société, et son fils a généré exactement la même pathologie. Ah oui. Donc là, il s'est dit, c'est pas possible, il y a un point commun. Alors, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est dû à autre chose? Le fait est que ça a été dû à autre chose, tout simplement. C'était l'endroit où était le bureau de travail, où il passait plus de 8 heures par jour. Donc voilà, c'était tout simplement... c'était un angle de réseau Hartmann, de réseau Curie. Donc là, quand même, pas de bol, c'est vraiment du trou négatif. Oui. Et en plus, avec une veine d'eau, ce qu'on appelle une veine aquifère qui passe en dessous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un point qui est en même temps un point Curie et en même temps un point Hartmann? Bien sûr. D'accord. Ah bien sûr, oui. Ça peut même générer, le vortex ou des CCT, des cheminées cosmotelluriques. D'accord. Donc ce sont des endroits qui sont avec lesquels travaillent les professionnels, qui les connaissent. Mais par contre, on ne peut pas y stagner. Tu vas pas mettre ton lit sur une cheminée cosmotellurique. Oui, d'accord. Parce que alors là, je te garantis le mauvais sommeil et les pathologies qui vont en avoir une paire. Ça c'est catastrophique. Donc nous, notre boulot en tant que géobiologue, c'est justement d'essayer d'assainir l'environnement, donc de rétablir les choses, de rééquilibrer la maison et de conseiller les gens pour avoir une vie saine. Ok. Voilà. Comment est-ce qu'on les trouve ces points-là? Je t'ai expliqué ça donc avec les baguettes, bien sûr, mais avant de toucher aux baguettes, il y a même autre chose de beaucoup plus simple, il ne faut pas s'embêter. Il suffit d'observer. Le métier de géobiologue, c'est un métier d'enquêteur. Il n'y a pas d'autre truc. Moi, quand j'arrive chez les gens, j'ai mon petit cahier, mon petit crayon, je leur pose des questions. C'est toujours les mêmes. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous changé dans votre vie? Avez-vous un choc émotionnel? Est-ce que vous avez bougé vos meubles? Est-ce que le lit était à la même place? Est-ce que le canapé était à la même place? C'est vraiment un boulot d'enquêteur, mais par rapport aux plus petites choses de la vie. Voilà. Est-ce qu'il y a longtemps que vous habitez ici? Voilà, c'est plein de questions comme ça qui paraissent complètement anonymes, qui nous permettent de définir peu à peu et pas à pas le problème, l'isoler le problème, savoir d'où ça vient. Voilà. Alors ça peut venir de plein de choses, c'est ça qui est génial, quoi.
La première chose, c'est d'observer tout ce qui se passe autour, tout ce qu'il y a autour. Moi, mon boulot, je le commence toujours par ça. Quand j'arrive chez quelqu'un, je descends de ma bagnole, je ferme ma portière, rien dans les mains, rien dans les poches. Ouais, et avant d'aller voir les gens, je regarde. Ouais. Je regarde la maison, je renifle, j'ai le nez en l'air. Ah, ça, c'est une manie. Je regarde, j'observe les lignes à haute tension, j'observe les relais téléphoniques, GSM, hyper nocif, on le sait bien. Oui, bien sûr. J'observe s'il y a des herbages autour, si c'est touffu, si c'est un peu ras. J'observe les fissures sur les murs, j'observe les conifères qui crèvent, j'observe les animaux. Pourquoi spécialement les conifères? Parce qu'ils ne supportent pas les bendos. Ah, d'accord. Donc ça, le premier truc, moi je traite les bendos. Benacifères, je commence par la sourcellerie et je bloque. Et les conifères, alors si tu plantes des petits cyprès, des petits tuyas, il faut savoir que ces petites bêtes-là, elles sont bien mignonnes, mais si jamais il y a une bendo qui passe en dessous, ils crèvent. Ils crèvent. Et tu peux les replanter, ils vont toujours crever. Donc ta bendo sera là. Ils ne supportent pas l'humidité, tout simplement. Alors c'est d'abord un travail d'observation. D'accord. Donc ça c'est à l'extérieur. D'accord. À l'intérieur, eh bien, quand on rentre dans la maison, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Déjà, premièrement, on va essayer d'évaluer l'état de santé des gens. Ça c'est hyper important. Ouais. Ça c'est hyper important. Donc évaluer l'état de santé des gens, s'ils ont des problèmes de peau, s'ils ont des problèmes de sommeil, voilà, on leur pose des questions aussi bien sûr, en observant aussi les plantes à l'intérieur. Ouais. Elles sont très révélatrices. Hein. Là, moi j'ai un avocatier là, qui traîne là par là. Celui-là, si tu le mets sur une bendo, les feuilles tombent. Il enlève la bendo, les feuilles remontent. Voilà, c'est pas compliqué. Okay. Comme il a des grandes feuilles, ça fonctionne bien. D'accord. Mais voilà. Donc c'est un capteur. Ah, c'est un capteur complètement, c'est un détecteur, hein, bien sûr, mais c'est un être vivant, forcément. Se renseigner si les gens ont des chiens et des chats, par exemple. Oui. Parce que le chat, lui, va adorer les points négatifs. Ah, c'est vrai, la légende des chats et des points. Ah ouais, le chat c'est terrible. Si vous avez dans votre maison un endroit où le chat se met toujours, si c'est le milieu de votre canapé, vous ne battez pas avec lui, laissez-lui la place. Vous bougez le canapé, il ira dormir ailleurs. Ouais. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le pelage du chat est électrostatique. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il inverse tout simplement les polarités. Ah, d'accord. Ce qui est négatif à l'extérieur, il le ressent comme positif à l'intérieur. D'accord. Le poil du chat, c'est vraiment particulier. Le chien, lui, c'est le contraire. Le chien, c'est comme l'humain. Okay. Il n'ira jamais se mettre sur un point négatif. D'accord. Parce qu'il ne va pas apprécier, et il est comme nous, il est sale de base et ça va le déranger. Voilà. Donc si vous avez un chien, s'il y a un endroit qu'il aime bien, c'est là qu'il faut vous mettre. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est horrible, mais c'est vrai. C'est révélateur. C'est révélateur. Donc ça, ce sont des observations de base, et des observations de base comme ça, il y en a autant comme autant. La poussée des lierres le long des murs à l'extérieur, voilà, le lierre pousse sur les bendos, ça c'est clair. Ah ouais. Puis il n'y a même pas besoin de chercher de Donc la maison qui est couverte de lierre, ouais. Ça veut dire qu'il y a une bendo qui fait le tour. Ah, pas du tout. Non, bon, j'ai pas tout compris alors. Non, le lierre, il part bien d'une racine. Ouais. Il part d'une tige maîtresse. Ouais. Tu trouves la tige maîtresse, tu regardes et tu as une bendo en dessous. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Et donc il se développe sur la façade forcément, okay, mais parce qu'il est alimenté par cette eau. Le lierre a besoin de beaucoup d'eau. D'accord. Le cyprès ne supporte pas, le lierre l'adore. Voilà. L'exemple, l'arbre fuyard. L'arbre fuyard, ça c'est vraiment l'exemple parfait. Vous avez près de la maison un vieil arbre qui est complètement penché. Ouais. Et bien l'arbre, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'eau en dessous, de lumière au-dessus. Ouais. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Avec ses racines, il va aller chercher l'eau, parce que c'est son capteur d'eau, et avec ses feuillages, il va aller chercher la lumière, c'est ses capteurs de lumière. Ouais. D'accord. Mais le haut ne supporte pas le bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à pencher. Voilà, le haut fuit le bas, tout simplement. Et quand vous avez un arbre penché comme ça, la bendo, elle se situe ici, tout simplement. Okay. En l'observation, voilà. Les arbres, c'est intéressant, les arbres. Les arbres, ça donne de l'énergie, les arbres, c'est plein d'énergie. Il faut savoir aussi qu'il y a des arbres qui, malheureusement, ne vont pas avoir de chance. Ils vont pousser à un endroit super sain. L'arbre n'est pas fuyard au départ, donc tout va bien. Et le problème, c'est qu'à un moment, l'arbre, qu'est-ce qui va se passer? Il va former des espèces de bubons. Ça, on voit souvent, on appelle ça le cancer de l'arbre. Et pourquoi? Tout simplement parce que cet arbre, il est trop ancien pour pouvoir devenir fuyard, il est plus flexible. Et donc il est obligé de pousser droit sur cette veine d'eau. Ouais. Et donc sa réaction, comme il ne peut pas s'échapper, ça va être de former ces espèces de bubons. Le cancer de l'arbre, ça vient de ça tout simplement. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment votre veine d'eau qui est sous l'arbre. Voilà. Ça n'est que de l'observation. Alors ça, moi c'est ce que j'appelle la symbiose avec la nature. Quand on arrive à décrypter la nature de cette manière-là, on avance quand même pas mal. D'accord. Voilà. Donc ça nous apprend aussi à ne pas poser nos fesses n'importe où. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres petits animaux qui sont spécifiquement doués pour détecter les endroits où il y a de l'eau. Oui, par exemple. Il y a une fourmi. Ah ouais? C'est génial. Une fourmi égale eau? Ni de fourmi égale eau. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que moi, depuis que je suis tout petit,
depuis que je suis tout petit, bien avant que je pense qu'un jour je sois sourcier ou géobiologue, j'ai toujours eu ce pas de bol. C'est-à-dire que l'on prenait un champ de 5 hectares, on me disait cours et tu t'arrêtes et tu t'assois. Je courais, je m'arrêtais, je m'asseyais, j'avais le cul sur un nid de fourmi. J'avais donc le cul, en fait, le nid de fourmi c'était un indicateur, j'avais le cul sur une benne d'eau. Et depuis tout petit, eh bien, je suis capable d'être sourcier et de détecter la flotte. Pour moi, c'est une évidence. Donc à la limite, on n'a pas besoin de fourmis, il suffit de lâcher un silver dans le champ. Tu lâches un silver et tu as la flotte. Tout simplement. Alors ça, c'est des anecdotes, mais je le faisais pas en conscience. C'est ça qui est marrant. Et alors après, maintenant, il y a plein de gens qui m'apportent des explications. Sont-elles fiables ou pas, j'en sais rien, je suis scorpion, signe d'eau, je bosse dans la baie, dans la flotte, j'adore la pêche au bord de l'eau. C'est vrai que l'eau, moi, si j'ai pas d'eau, et je préfère quasiment un temps pluvieux qu'un temps ensoleillé. Hein, j'aime bien le soleil, mais pas trop chaud, mais par contre, moi, un temps modéré un petit peu avec un peu de pluie, moi j'aime bien. Voilà, d'accord, ouais, t'es un bon Normand, quoi. Moi je suis pas normand. Oui, d'accord, mais oui, je suis un bon habitant de Normandie. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ok. Donc, une grosse partie donc, du travail, c'est le travail sur les veines d'eau. Ouais. Mais c'est pas que ça. Ah, c'est pas que ça. J'ai parlé des réseaux magnétiques, mais il n'y a pas que ça non plus. Les nocivités, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça va être des lignes à haute tension, ça va être des relais GSM qui sont très dérangeants aussi pour la salle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, je viens d'acheter une maison, une super maison, à un prix vraiment pas cher. Et j'avais pas fait gaffe sur les photos et tout, j'ai même pas fait gaffe quand j'ai visité, j'ai vu la maison, le parc et tout, c'est beau, c'est magnifique. Mais il y a une ligne à haute tension qui passe au-dessus de la maison. Mais alors c'est pas magnifique. Ben oui, mais j'avais pas fait gaffe. Ah ben j'aurais vu. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, il va falloir... Je coupe les lignes. Oui, c'est une solution. Comme ça l'EDF est content. Ouais, avec les embêtements qui vont suivre. Voilà, ouais. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sur une ligne à haute tension, il y a vraiment beaucoup... Non, c'est très difficile. Très honnêtement, c'est très difficile. Il faut détruire la maison et la mettre ailleurs. Il ne faut pas vivre sous une ligne à haute tension. Ouais, ça, je vais être assez direct. On n'achète pas une maison sous une ligne à haute tension. Et pourtant, il y en a. Parce que quand ils construisent leur ligne à haute tension, ils ne regardent pas s'il y a des maisons. Non, bien sûr. Ils construisent. Parce qu'ils veulent aller d'un point à un autre, et puis ce qu'il y a au milieu, ils se foutent. Mais qu'est-ce qui est bougie de la santé avec une ligne à haute tension? Le rayon gamma. Bah oui. Ouais, et ça, c'est pas bon pour la santé du tout. On a eu le souci à une certaine époque, je me souviens, dans une petite commune de la Sarthe, où il y a eu ce problème. Il y a eu beaucoup de cas de cancer, mais dû à une ligne à haute tension qui passait au-dessus, mais d'une partie précise du village. Et alors, à part déménager, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Écoute, sur une ligne à haute tension, c'est difficile. Très honnêtement, je vois pas ce qu'on peut faire. Mis à part déménager, très honnêtement, je sais, c'est emmerdant. C'est comme ça. Et oui, parce que ta maison, tu peux pas forcément la vendre. Eh ben non, alors tu la vends en sachant le problème et t'as pas de scrupule et tu la vends à quelqu'un qui va choper un cancer. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, mais ça, c'est la loi de l'argent. Et il y a bien longtemps qu'on le dit. On est assez clair dans nos propos, et moi je suis pas le premier à le dire. Avant de construire des maisons à tir-larigot, tout alignées dans un lotissement, il faut peut-être réfléchir un petit peu à ce qui se passe en dessous. Moi, j'ai eu des cas concrets comme ça, où dans un lotissement, je me suis retrouvé avec des rivières souterraines d'1,20 m de large, qui passaient sous les maisons, et qui créaient non seulement des problèmes sur la santé des gens, mais sur les infrastructures, c'est-à-dire que la maison est en train de s'effondrer. Oui, mais ça, tu peux faire quelque chose contre les veines d'eau. Contre les veines d'eau, oui. Ah oui, ça, c'est pas une veine d'eau, c'est une rivière. Là, c'est une rivière souterraine. Et là, tu peux rien faire. On a calmé le jeu. Mais le réduire à zéro, tu peux pas. Très difficile. À part détourner la rivière. Faire un drainage. Très profond. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement un manque d'attention, un manque de connaissances quant à l'implantation des infrastructures. Tu sais. Mais attends, je te coupe 2 secondes. Tu sais qu'en Chine, quand tu te fais bâtir une maison, tu fais appel à je ne sais plus comment ça s'appelle, un docteur Feng Shui, quoi, qui va venir voir où positionner la maison sur le terrain. Absolument. Et des fois, il te dit, non, tu ne fais pas de maison sur ce terrain-là. Et donc, tu vas ailleurs. En France, on achète un terrain, on ne fait pas appel à un géobiologue, jamais, personne, enfin, à part quelques illuminés, mais on devrait faire. En Chine, tu as un problème de santé, on va te proposer de te soigner par acupuncture, par exemple. Par exemple, oui. En France, c'est encore très minoritaire. On va te dire, va chez le laboratoire machin,
il va à la te donner pharmacie, le bon il va te donner le bon médicament calmant qui va bien te pourrir la gueule, comme ça tu en prendras un autre derrière. Ben voilà, ouais. Voilà, et bien on n'a pas la même maturité de connaissance. Non, c'est clair. Et voilà, le problème il vient bien de là de toute façon, c'est clair. Donc voilà, nous on est en train de ramer. Moi je pense faire partie de cette nouvelle vague de connaisseurs, de connaisseurs des nocivités, et on commence à nous écouter. Ouais. On commence à nous écouter, ça commence à réagir. Alors j'en reviens à l'électricité et au problème de ligne haute tension. Donc voilà, moi demain je décide d'acheter une maison. Ouais. Il faut qu'elle soit à quelle distance d'une ligne haute tension pour que ça ne soit pas nocif pour moi et pour ma maison et pour ma santé. Le plus loin possible, c'est le mieux. Oui, d'accord, mais encore. Mais encore. Par rapport à une ligne haute tension, moi je dirais qu'il ne faut pas être à moins de 500 mètres. 500 mètres. Ouais. Et à 500 mètres, il n'y a pas de risque. À 500 mètres, les rayons gamma ne viennent pas t'atteindre. D'accord. Voilà. Enfin, peut-être que tu auras un petit peu de résurgence si tu veux. Mais enfin, de résiduel, pardon. Mais ça ne sera pas comme si tu étais réellement en dessous. Oui, non, d'accord. Moi j'ai vu, par expérience, de l'eau qui coulait d'une ligne à haute tension sur des arbres. De l'eau qui coulait d'une ligne à haute tension. Oui, quand il pleut, ça dégouline. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, okay, quand il pleut, ça dégouline. Oui, la pluie, c'est pas moi qui est là, non, pas avec un arrosoir. Non. Donc l'eau coule il tombe sur les arbres, et tu vois les arbres mourir. Ah oui, carrément. Ouais, c'est connu, effectivement. Donc c'est dire quand même que c'est nocif. Hein. Ouais, non, bien sûr. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est pas encore dans l'automatisme des gens d'y penser, mais je pense qu'on va y revenir à tout ça. On va y revenir à tout ça. Il faut réacquérir cette connaissance, parce que les anciens faisaient très attention à tout ça. Balade-toi en campagne, explique-moi pourquoi toutes les fermes ne sont pas toutes orientées de la même manière. Les maisons n'étaient pas chauffées à l'époque. Donc on va se dire, les quelques fenêtres qu'il y avait, on aurait dû les mettre côté sud. Oui. Là où il y a le soleil. Oui. Et pourtant certaines n'y sont pas. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement on les a orientées, et non pas occidentées, on les a orientées par rapport au tellurique, c'est-à-dire surtout ne pas construire la maison sur une veine d'eau. Dans un premier temps, les lignes de tension, il n'y en avait pas. Ça, c'est un souci qui n'arrête pas. Mais par contre, on construisait intelligemment. Tu avais un puits, tu avais de l'eau qui venait du puits, on n'allait pas construire la maison le long du puits. Le puits, il était de l'autre côté de la cour. De l'autre côté. Et la maison était construite intelligemment. Dans ces conditions, pourquoi les fenêtres ne sont pas du bon côté? Tu me dis, il y a des maisons, tu as des fenêtres qui sont au sud, puis tu as d'autres maisons où les fenêtres ne sont pas au sud, parce qu'il y a une veine d'eau qui passe. Il suffit de reculer la maison et tu peux mettre tes fenêtres au sud. Peut-être que le terrain ne leur appartient pas. Ah ouais. Quand tu as un terrain restreint, tu ne peux pas construire n'importe comment. Tu ne vas pas aller construire une petite baraque chez ton voisin. Ah, quoique. Je suis pas sûr qu'il soit content. Tu peux essayer. Après tout, voilà, tout dépend du contexte avec ton voisin. Donc voilà, c'est une explication. Les anciens connaissaient, mais ça leur paraissait certainement plus évident que nous. Nous, notre génération, celle de mes grands-parents, l'oubliait. Mais dans le temps, on va prendre une chose qui est très simple. Dans le temps, quand il fallait un puits. Est-ce qu'on allait chercher l'ordinateur avec la mallette, avec l'outillage, avec le sonar, avec le... Il n'y en avait pas. Tu peux le répéter bien fort? Il n'y en avait pas. Alors qui c'est le couillon qui venait? C'est le sourcier. Bien sûr. Warda, ça me fait plaisir. On est bien d'accord. Et on revient aux sources, et on revient toujours aux sources. C'est le de dire. Oui, mon ami. C'est comme ça. Donc voilà. Ok, donc on a vu l'eau, on a vu l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à un géobiologue? Un géobiologue aussi, il est capable de détecter les problèmes électriques dans une maison. D'accord. Alors, je ne suis pas un spécialiste, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi à ce niveau-là, mais je m'y suis drôlement intéressé, je travaille quand même dessus, bien sûr, là je débute sur l'électricité, et j'ai dû donc m'équiper de matériel, tout simplement, ça passe par le matériel. Okay. Alors, la première chose à vérifier dans une maison, c'est la terre. La terre. La mise à la terre. La mise à la terre, de tout l'équipement électrique de la maison, ça c'est hyper important. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, si jamais tu n'as pas une bonne terre, donc ton résiduel électrique qui part dans le sol et qui te protège aussi la maison en cas d'orage, etc., quand tu prends ta douche, ça c'est très important. Si jamais tu n'as pas cette terre, il va se créer ce qu'on appelle une ionisation. Une ionisation de l'air. Et l'air va devenir électrique. Et forcément, ça a un impact sur la santé. Oui, ok. Ça te pompe les énergies, ça te fatigue énormément. C'est assez étonnant. Mais essaie de vivre dans ta maison un jour. Tiens, si tu n'as pas trop de trucs dans ton congèle, tu coupes pendant 2 jours ton courant. Et vis 2 jours sans courant. Tu vas voir la différence. Toi, surtout qui es pâtissier en plus, tu vas voir la différence par rapport à quand tu vas réenclencher ton compteur.
je peux te garantir que tu vas vivre autrement. D'accord. Vivre autrement. Ouais, donc ça, okay. Donc ça c'est hyper important. Ça c'est quelque chose qui est... La première chose à vérifier c'est la terre. Et ne pas faire confiance à Pierre-Paul ou Jacques en disant bah, si mon installation est aux normes donc j'ai pas de problème. Non, 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 non. Doucement, doucement. Les installations, c'est aux normes par rapport aux gens qui vivent dedans. Oui. Oui, c'est-à-dire que l'être humain va réagir à une certaine norme, mais dans un cas concret, un cas d'école que j'ai eu avec un élevage de volailles, donc des petites dindes, des petites bêtes, eh bien, l'ionisation était beaucoup plus incidente sur ces petites bêtes que sur nous. D'accord. Voilà. Et donc, il a fallu revoir l'installation et refaire des terres beaucoup plus, enfin, rebrancher les terres beaucoup plus sérieusement. D'accord. Voilà. Insister un petit peu là-dessus, ça c'est très important. Voilà. Donc ça, l'électricité, c'est aussi quelque chose qui est très important dans une maison. Ouais. Comment je vérifie ça? Avec des petits appareils. Moi, il suffit de me péter un coup de téléphone, j'arrive. Donc le téléphone de Silver. 0625 en dessous. 75 50 22. En dessous de la vidéo, pas de problème. En dessous de la vidéo. Mais encore. Eh bien tiens, concrètement, voilà, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple, un tout petit appareil. Un tout petit appareil bien sympathique. Clac. Voilà. Toi, c'est une prise. Oui, d'accord. Eh ben, Prise normale. Ouais. Ouais, moi je me promène dans la maison et toutes les prises que je trouve, je le fous dedans. Et derrière, j'ai les petits voyants qui s'allument. Voilà. Ah, oui, ça, t'as l'équivalence. Hein. Eh oui. Là, t'as tout l'organigramme. Ça t'explique. Ça t'explique si t'as de la terre. Ça t'explique si tes phases ne sont pas inversées. Voilà, c'est. D'accord. C'est tout con, tout bête. Tout con, tout bête. Et c'est très fiable. J'ai été étonné. Ça fonctionne très bien. D'accord. Bon. Alors, il faut savoir que ça peut être dérangeant dans une maison, mais pas plus que ça. Par contre, si, pour exemple, encore un cas concret, si tu as un tank à lait. Un quoi? Un tank à lait. Tu sais, qui récupère le lait des vaches. Si tu as un tank à lait dont les faces sont inversées, bah, tes cellules à l'intérieur de ton tank vont morfler. Tu n'auras pas les cellules qu'il faut, le taux de cellules qu'il faut, ça risque d'être trop haut et tu risques de payer les pénalités bêtement. Donc, missing Hertz, ça veut dire inversé? Ah non, non. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terre. Ah, il n'y a pas de terre, d'accord. Voilà. Live, air, oh là, je parle mal anglais, moi. Hein. Live, erat, alors, inverse. Live, us, reverse, ça veut dire que tu as un inversement de fiche. Donc un inversement de phase? Oui, tout à fait. Phase et neutre, sont inversés. Ensuite. Même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que de droite à gauche et de gauche à droite. Tu peux avoir. D'accord. Et là, le neutre n'y est pas. Donc là, c'est la merde. D'accord. Là, pas de neutre. Voilà. C'est tout tout bête, il suffit de lire. D'ailleurs, je crois que je dois avoir le fascicule quelque part, où c'est traduit en français, je te rassure, mon ami Gérard. D'accord. Okay. Voilà, ça m'a étonné ce petit boîtier. Ok, d'accord. C'est super bien, ça prend pas de place, tu poses ça dans ta poche, tu arrives chez les gens, tu branches, tu vérifies, bim. Et moi j'ai eu plein de gens qui me disaient, bah, la terre, non, elle est bonne chez nous, et tu mets ça dedans, bah excuse-moi. Il n'y a pas de terre. Ou il n'y a pas de terre, ou tes phases sont inversées, ça c'est pas bon. Donc tout de suite tu me coupes le courant, tu m'inverses tes phases. Voilà, déjà. Ben, je peux dire qu'on a des résultats, ne serait-ce qu'avec ça. D'accord. Voilà. Donc je suis en train de travailler beaucoup sur le sujet, je suis en train de le découvrir. C'est très intéressant, très intéressant. Donc voilà, ça fait partie. Ensuite, il y a divers appareils qui vont te servir à, on va dire, à quantifier les nocivités qui vont ressortir de différents appareils ou de différentes installations. Oui. D'accord? C'est-à-dire que, voilà, petit boîtier sympathique. Hop. Je ne parlerai pas de la marque, on ne fait pas tout pour les marques. Non, voilà, donc un petit boîtier comme ça, tout bête, hein. Hop là. C'est mon GGR, il chante. C'est un compteur GGR? Ça ressemble un peu à ça, c'est rigolo comme tout. Ça, c'est un de mes collègues que j'ai formé en sorcellerie et qui est ingénieur en électricité qui me l'avait conseillé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal. Il suffit de l'approcher d'un interrupteur d'une prise et ça va détecter le champ électrique. D'accord. Ça dégage. Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que tu as des appareils, on pense que c'est énorme, alors que ça ne dégage absolument rien. Il y a des chiffres qui bougent, c'est normal. On met la main dessus. On ne met pas la main dessus, logiquement. Ah. Hop. Parce que tu as un champ électrique, hein. Ah oui. T'es électrique, hein, donc tu peux perdre. Oui, bien sûr, oui. Tac, voilà. Et on travaille avec ça. D'accord? Bah, là aussi, il y a des chiffres qui tournent. Bien sûr, mais c'est normal. C'est normal. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se baladent là. Eh oui. D'accord. Mais pourquoi? Parce qu'on a du champ électrique tout autour. Ouais, d'accord. Tous les câbles vont dégager un champ électrique. Ouais, et nous on est au milieu, donc forcément il y a toujours un champ électrique. C'est bien ce que je te disais. Coupe ton électricité pendant 2 jours, tu vas voir la différence. Bien sûr. Ta maison sera beaucoup plus saine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Moi j'aime bien, c'est assez fiable. Enfin très fiable, il n'y a pas de souci. Ça te permet aussi d'avoir
d'avoir un peu un ordre d'idée sur les composantes électriques de la maison. Voilà, c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc pareil, je suis en train de découvrir tout ça, je travaille beaucoup avec ça en ce moment. Donc ça me permet de finaliser aussi un petit peu ce que moi je ressens naturellement. C'est-à-dire que les gens, quand tu leur dis c'est ionisé, ça leur dit rien. Par contre, tu allumes ça, tu leur dis regardez bien, la norme, elle est écrite derrière. Normalement, on est à 10 volts par mètre et on se retrouve à 30 volts par mètre. Donc il y a quand même un problème. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça permet de quantifier et de qualifier les choses. D'accord. Moi je dirais que c'est pas tant pour moi mais pour les autres. Voilà, pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Après, là j'ai un appareil de charge induite. Alors c'est-à-dire que quand tu vas passer un petit moment sur un endroit qui n'est pas spécialement bon, hein, qu'est-ce qui va se passer? Toi tu vas encaisser la charge. C'est tout à fait normal. Hein. Bien que tu n'aies pas de panneau photovoltaïque sur la tête, tu vas encaisser la charge. Et comment évaluer cette charge induite? Avec cet appareil, tout simplement. Voilà, un petit appareil. Il suffit juste de presser au bout de ce fil-là, d'accord? Donc tu le branches sur le secteur, tu presses, en fonction de l'endroit où tu es. Donc, tu presses, tu vas avoir une donnée qui va apparaître. Tu vas à l'endroit où tu dors, tu fais la même chose. Et tu vas voir la différence. Donc on compare l'endroit neutre à l'endroit chargé. C'est impressionnant. Alors il faut savoir que, je répète toujours, on devient très chargé aux endroits où on se détend, où on se repose. Là où on est en statique. Oui, logique, Canapé plumard, par exemple. Bon, on ne reste pas sur ces endroits-là s'ils sont nocifs. D'accord. On déplace son lit, on déplace son canapé, on dort ailleurs, on divorce. Voilà, c'est une solution aussi. C'est peut-être pas la plus simple, c'est pas la plus économique. D'accord. Donc voilà, les petits appareils que je découvre, j'aurais trouvé vraiment une grande utilité en géobiologie, parce que ça quantifie, ça qualifie. C'est vachement important. Donc voilà, ça c'est des appareils, on peut pas passer autre. Je voulais pas en arriver là. Moi, j'ai pas demandé à travailler avec ça. Mais le fait est qu'en fonction des demandes et en fonction des pollutions qu'on rencontre aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, on est obligé aussi de se mettre à la page. Voilà, on est obligé de faire un métier de sourcier moderne. C'est comme ça. Voilà, et de s'adapter. Donc voilà un petit peu en quoi ça consiste, métier de géobiologue, sourcier, voilà. Ça, c'est vraiment la base. C'est la base de notre métier. Notre métier de géobiologue, c'est ça. C'est détecter les problèmes, on va dire, physiques. D'accord. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Il faut savoir aussi qu'on peut rencontrer des problèmes qui sont encore beaucoup plus particuliers. Et là, il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Et on va passer du plan matériel au plan spirituel. Voilà. Il arrive quelquefois des faits assez inexpliqués. Des faits inexpliqués. Notre boulot, nous, c'est de les détecter, de les expliquer. Ce qui est inexpliqué devient explicable au travers d'un géobiologue. Donc autant te dire que tu comprends pourquoi j'ai la barbe blanche et je pense que les cheveux blancs vont pousser dans pas longtemps. Voilà. Parce que moi d'où je viens, j'étais pas du tout habitué à ça. Voilà, je n'ai pas été éduqué dans ce sens-là et j'ai dû donc me mettre à la page et apprendre les choses et les avaler. Les avaler, les régurgiter aussi, les analyser, etc. Donc ça demande beaucoup de travail. Et il est des faits avérés de toute façon que, voilà, par exemple, une nocivité, ça, tu peux très bien trouver dans une maison où tu n'as pas une veine d'eau. Où tu as une électricité qui est pas mal refaite, donc pas de grosse nocivité, pas de gros problème à ce niveau-là. Tu n'as pas de ligne à haute tension. Bon, tu n'as pas de relais GSM. Bon, tu n'as pas de route à proximité. Voilà, c'est aussi polluant ça, tout ça. T'as rien, tu as la maison parfaite et tu as un problème. Tu te dis putain, mais d'où ça vient? D'où ça vient? Eh bien ça peut venir d'en dessous, encore une fois. Ça peut venir d'en dessous. On va prendre l'exemple parfait, moi que j'ai connu, dans ma famille, où une maison avait été construite sur un ancien cimetière. Et ça, je suis désolé qu'on croit pas, que je suis d'accord, je suis pas d'accord. Moi je n'ai pu que constater des problèmes, des émanations négatives, hautement négatives, dues à ça, tout simplement. Oui, mais c'est évident. Voilà, donc pour moi ça l'est tout le monde. Oui, moi ça l'était pour le départ, mais je peux dire qu'aujourd'hui ça l'est. Par expérience, voilà, ça c'est très clair pour moi. Donc il y a aussi ce genre de nocivité qui peuvent déranger beaucoup. Ce qu'on appelle la mémoire des murs aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant que j'ai rencontré. La mémoire des murs, on m'avait parlé de ça, j'ai dit bon ouais peut-être, voilà, j'étais quand même assez en retrait, j'y croirais quand je verrai, quoi. Ça n'a pas mis de temps. Je crois qu'il ne faut jamais dire ça parce que ça tombe sur la gueule. Oui, bien sûr. Et bien moi j'ai eu l'occasion de travailler dans un endroit qui était extrêmement chargé et j'ai eu une photo. J'ai pris une photo sans faire exprès, vraiment pas. J'étais dans le cadre d'un travail historique
donc de reconstitution de l'histoire d'une maison, d'une vieille demeure du XIe siècle qui appartenait à ma famille. Et sur une photo, donc on prenait des rafales de photos, et sur une photo, j'ai eu quelque chose qui m'est apparu. J'ai eu une femme qui est apparue en transparence, en argentique, donc bon, c'est quand même assez... Enfin, pas en argentique, en numérique, pardon. Ouais. S'il y avait en argentique, ça aurait été explicable. La juxtaposition existe, mais pas en numérique, puisque le pixel est neutre au départ. Ouais. Et je me suis retrouvé donc avec une femme, et non seulement il y avait une femme, il y avait son mari à côté, il y avait ses enfants devant, il y avait même le chien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette photo? Et on l'a scruté, on l'a regardé dans tous les sens. C'est pas possible, il y a un problème. Et j'ai commencé à douter, je me suis dit, merde, ce qui apparaît, est-ce que ce serait ce qu'on appelle des fantômes, des présences? Oui, oui, bien sûr. Après tout, voilà, quand tu commences à en voir un peu, tu te dis, bon, peut-être que... Alors, ben, on va gratter le sujet. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis renseigné, j'ai cherché l'histoire de cette maison, il se trouve que cette famille a été assassinée dans cette pièce, devant cette cheminée, lors de la Révolution française. D'accord. Mémoire des murs, et ce qui est extraordinaire, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ça apparaît sur une photo, pas celle d'avant et pas celle d'après. Ouais, ouais. Tu te rends compte? C'est fou. Ça veut dire que il y a un moment, moi j'en suis absolument persuadé, il y a un moment où se crée un espèce de pont, une espèce de connexion, à un moment précis, mais au moment d'après n'existe plus. Oui, d'accord. Voilà, c'est un peu comme les coordonnées, abscisse ordonnée, bim. Oui, voilà, le bon moment au bon endroit. Voilà, ça a été, moi dans ma vie, ça a été quelque chose vraiment qui m'a stupéfait, cette chose-là. Si je ne l'avais pas vu, tu l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru. Oui, non, je comprends. Voilà. Donc moi j'ai eu tous les éléments qui me sont venus comme ça, étant autodidacte, ils me sont venus, j'ai eu la connaissance de tout ça, et aujourd'hui je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr. Voilà, bon, c'était quand même aux antipodes de ce que je pensais quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc par expérience, moi c'est l'expérience qui m'a formé. Donc voilà un petit peu le boulot auquel on peut être confronté. Oui, oui. Voilà. Alors il y a une science dont j'ai oublié le nom, une science, je veux dire, parapsychique, justement sur la mémoire des objets. Il y a des gens qui sont capables, quand ils ont un objet entre les mains, de raconter son histoire. Ouais, fantastique. Parce qu'ils ont des flashs, des visions, et tiens, donc la propriétaire de ce bracelet, elle ressemblait à ça, c'était une vieille femme, et raconter l'histoire de l'objet, et ça c'est un truc qui m'a toujours scotché. Ça c'est quelque chose d'assez violent. Mais les gens... Et ça s'est avéré, parce qu'on a eu bien sûr. des recoupements, bien sûr. Les gens ont dit oui, effectivement, ça appartenait à ma grand-mère, et... Oh oui, non, mais oui, c'est... Donc la mémoire des pierres, oui, ça, ok, ah oui, oui, confirme. La mémoire des lieux, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, c'est vraiment... et puis des lieux aussi extrêmement chargés, des lieux d'histoire, des lieux de prière. On a toujours ce phénomène auquel j'ai été confronté quand même très très souvent, c'est-à-dire que quand tu regardes ici, tu vois quelqu'un là. Quand tu tournes la tête, tu ne le vois pas. C'est toujours très discret. Très discret. Et j'ai eu souvent, encore il n'y a pas longtemps, encore même pas bien longtemps, dans un endroit bien précis, où j'ai vu quelqu'un se déplacer sur le côté. Et je n'ai pas tourné la tête, je suis resté. Et j'ai pu observer du coin de l'œil le déplacement de cette entité ou de cette chose, cet être. Voilà. Je ne sais pas trop comment les qualifier d'ailleurs. Donc voilà, c'est... Donc, alors moi je viens d'acheter une maison, une vieille maison, une maison vraiment très vieille, je sais pas, 17e, 18e siècle, un truc comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des fantômes là-dedans. J'appelle qui? Un exorciste ou un géobiologue? Moi je dirais, avant toute chose, peut-être un géobiologue tranquille, qui va tester tout ce qu'il y a autour. D'accord, donc il va tester ton environnement. Et il faut savoir qu'une maison qui est saine peut devenir polluée. Oui, pourquoi? Tout simplement les veines aquifères, les veines d'eau. Les veines d'eau colportent beaucoup de choses. D'accord, des mémoires, beaucoup aussi. D'accord. Oui, la mémoire de l'eau, oui, bien sûr. Bien sûr, ça tu connais. Et donc, il se trouve que ta maison, je le répète, on est toujours sur un être vivant. Cette terre, elle se modifie, elle change tous les jours. Tu peux bloquer tes veines d'eau 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans plus tard. Il se peut très bien qu'il y ait une veine d'eau qui se reforme et qui passe complètement à côté et qui traverse ta maison. Et il se peut très bien que des mémoires passent dans ta maison. D'accord. Donc des mémoires qui n'appartiennent pas à la maison, qui n'appartiennent pas à la maison, mais qui vont se manifester. Pour raison X. Pour raison X, ça peut être une résonance à la maison qui leur plaît, ou peut-être une personne capable de les entendre et de les contacter. J'ai un peu l'impression.
Là, tu me parles de mémoire d'eau. Donc ça veut dire que c'est des souvenirs qui apparaissent dans la maison, mais qui n'appartiennent pas à la maison. Non. Moi, dans ma maison, il y a des fantômes, des vrais. Ils sont là, présents. Ancien propriétaire, c'est des gens peut-être qui ont vécu ici. Ouais. Si c'est une vieille maison, il y a des grandes chances. Il y a des grandes chances. Oui, mais là, j'appelle qui? Le géobiologue ou l'exorciste? Si tu veux savoir ce qu'il y a, Ouais. appelle le géobiologue. Si tu veux nettoyer ta maison, appelle un exorciste. D'accord, parce que toi, en tant que géobiologue, tu vas pas la nettoyer, la maison. Je sais pas, c'est une question. Moi, personnellement, Ouais. c'est pas mon travail. Ah, d'accord. Donc, moi, je sais jusqu'où je peux aller, Ouais, et je sais où je ne peux pas aller. d'accord. Voilà, je suis très humble là-dessus. Ouais, Je vais pas dire, ouais, je fais tout, pas de souci. J'ai tout fait dans la vie, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Ah ouais, j'ai tout fait. Non, voilà, moi, je délègue. J'hésite pas à déléguer. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce qui est géobiologie, vraiment analyser, je parle bien, analyser et rectifier l'environnement et l'habitat, hormis le cas d'exorcisme, Mhm. parce que l'exorcisme, c'est quand même quelque chose. Ouais. Il faut vraiment tomber sur un cas particulier. Oui, non, mais Parce tout à que fait, oui. tu as le simple nettoyage de maison qui se fait très bien, Mhm. à base de sauge, Ouais. etc. Ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si tu tombes sur un vilain petit canard, Ouais. moi, c'est plus mon taf. Hein. Oui, non, d'accord. Moi, j'ai pas envie de me faire dépouiller les orteils. Hein. non, moi, je sais ce que je suis capable de faire et je sais ce que je ne fais pas. Toute ma carrière de géobiologue s'est passée comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, j'étais sourcier, on m'aurait demandé de tester une terre, j'aurais dit non, je suis pas capable. C'est pas mon boulot. D'accord. Je pense quand même que j'ai assez évolué, j'ai appris plein de choses, mais je ne suis pas rendu à ça. Oui, d'accord. Donc moi je pense que l'humilité, c'est aussi Oui. s'économiser, observer et apprendre. Et peut-être qu'un jour, il y a peut-être un gars qui m'appellera, vieillissant, voilà, qui s'appelle Gérard, et qui me dira, écoute, j'ai un truc à virer, là c'est du costaud, maintenant il faut que tu te foutes au boulot. Peut-être, j'en sais rien, c'est une hypothétique totale, complète. Voilà, mais moi je pense qu'il faut, enfin c'est un respect des clients, enfin, c'est un respect des gens. Clients, j'aime pas non plus comme terme, c'est un respect des gens. Je dis, voilà, on t'appelle, voilà, j'ai ça comme problème. Expliquez-moi. Moi, avant de me déplacer, c'est expliquez-moi précisément ce qui vous arrive. Donc, j'ai mon petit crayon, mon petit machin, j'écris, là. Et puis, il y a le ressenti avec la personne avec qui tu parles. D'accord. Donc là, on travaille beaucoup là-dessus. Donnez-moi votre adresse. Parce que moi, je commence comme ça. Donnez-moi votre adresse. On a des moyens modernes, Google Earth, notamment, par exemple, hein, pour pas le nommer. Voilà, des moyens qui t'évitent de te déplacer. Et moi Ah, je t'intéresse. Un peu de fatigue. C'est dur la Normandie. Et donc, moi, je travaille techniquement comme ça, c'est-à-dire que je vais localiser la maison de la personne qui m'a appelé, et je vais d'abord travailler à distance. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça, c'est, moi, quelque chose que je fais... alors, ne me demande pas. Je suis incapable de te l'expliquer. D'accord. Quelquefois, il faut savoir faire les choses et ne pas avoir besoin de se les expliquer. Ah bah complètement. Voilà. C'est ce que j'arrête pas de dire. Moi, sur cette phase-là, je te dirai pas, ah bah oui, c'est logique, non, j'en sais rien. Je le fais d'une manière très naturelle. Je reste sur le naturel. Et ce qui fait que je prends ou mon pendule avec le doigt sur l'écran, ou alors un bout de fil de fer avec un plomb à pêche au bout. Moi, je travaille artisanalement. J'ai la maison et je travaille mon plomb, ou mon crayon en bois avec la gomme au bout. Vous voyez le truc. Donc j'enlève la gomme, c'est métallique, là, puis je le promène sur mon écran, et quand ça commence à taper, je suis sur la bendo. Donc je commence à travailler sur les bendo. En général, mes plans correspondent exactement aux plans que je vais avoir sur place. Donc ça me donne déjà un ordre d'idée de ce que j'ai rencontré. Tu gagnes vachement de temps comme ça. Ah bah oui, bien sûr. Le dernier dossier sur lequel j'ai travaillé, alors ça veut dire que dans cette convention mentale, plus rien n'existe de matériel. Oui. C'est bizarre. Oui, Hein. oui, non, mais... Ça veut dire que tu n'as plus de temps ni de distance. Oui. Le spatio-temporel n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance entre toi et le travail. Il n'y a pas d'heure entre toi et le travail. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur une maison à La Réunion, 12 000 km. D'accord. C'était comme si j'avais travaillé sur ma maison, par exemple. Oui, d'accord. Sur une même logique. Sur une même logique. Donc ça veut dire que notre esprit est capable de capter les choses sur une énorme distance, sur une très très grande distance. On en est capable. On ne connaît pas encore nos possibilités de toute façon. Oh là là. On est en train d'avancer sur le chemin, mais on ne le connaît pas encore. Donc voilà un petit peu les méthodes de travail. Donc moi je le répète, je le dis, moi en sourcellerie, il n'y a pas de souci. En analyse normale, géobiologique, il n'y a pas de souci. En enquête géobiologique, il n'y a pas de souci. Par contre, si jamais je tombe sur un vilain petit canard, allô, et voilà, et j'appelle qui le droit en référant les problèmes, parce que moi, ça n'est pas mon travail pour l'instant. Oui, non, bien sûr. Oui. Parce que je suis en évolution, et voilà. Ok. Donc là, il y a un outil dont on n'a pas encore parlé, qui est sur la table depuis tout à l'heure, qu'on appelle un pendule. Ah, un pendule, ouais, c'est pas mal ça. Alors, un pendule. Un pendule, moi je vais dire ce que j'en pense des pendules. Voilà, je vais faire de l'anti-commerce. Hein. Ah oui. Ah, je suis affreux.
Je suis affreux. Mon Dieu, quelle horreur. Ah, le franc-parler, c'est terrible, ça, c'est terrible. J'en ai plus que marre d'entendre des gens me dire ah bah regardez, je vais vous montrer mon pendule parce qu'on m'a dit que c'était celui qu'il me fallait, parce que la matière elle me correspond, parce que la forme elle me correspond, parce que... Et en plus, monsieur, moi mon pendule il est intelligent. Oui, c'est ça. Oui, ouais, mais c'est lui qui fait tout. Oui, il sait tout. Ah oui, enfin, c'est fantastique ça. Alors, il faut savoir que... Je pose une question, il me répond. Elle est pire que moi, je crois. Le pendule, 2 méthodes de travail. 136, il y en a 2. Il y en a 2. Le pendule où on travaille en vibratoire, où on travaille en divinatoire. C'est pas la même chose. Voilà. Le vibratoire, c'est le ressenti. Le divinatoire, on travaille avec autre chose encore. D'accord. Ça, c'est important de le savoir. Je ne veux plus entendre parler, ça me gonfle, ça me gave, ça me fout presque en colère, des charlatans. Il n'y a pas d'autre mot. J'y vais direct, hein. C'est des charlatans. Quand tu rentres dans un magasin, et j'en ai testé pas mal, voilà, monsieur, bonjour, je veux un pendule. Ah oui, bonjour, mon ami, oui. Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre pendule? Écoutez, moi, je fais du divinatoire. Oh, attends, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai ce qu'il vous faut. Et là, ils t'en mettent devant la belle vitrine, et là, tout en haut, t'en as un qui a 200 balles, l'autre, il va peut-être 200 boules dans la gueule pour te vendre un morceau de ferraille. Arnaque. Je m'élève contre ça, je ne suis pas d'accord. Je fais partie du mouvement de libération des vendeurs, des arnaqueurs de pendules. Ça va pas du tout, ça, des arnaqués de pendules. Donc, moi, je reste à dire que le pendule, comme les baguettes, comme tout ce que tu vas utiliser dans tes mains, c'est comme une montre. Une montre, c'est quoi? Une montre, c'est un boîtier. Une montre, c'est un mécanisme. Et une montre, c'est des aiguilles. On a fait le tour. Le bracelet, on s'en fout. Oui. Là, c'est pour pas qu'elle tombe, c'est tout. Oui. Est-ce que, quand tu vas acheter une montre, est-ce que tu vas demander à ton vendeur de montre, je voudrais des aiguilles en or, en tungstène, en nickel, machin. Est-ce que tu vas porter de l'importance, tout d'abord, à tes aiguilles? À partir du moment où elle bouge, non, ça va? Non, ça va. Donc, on est bien d'accord. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un acheter une montre pour la qualité des aiguilles. Plus pour la qualité du boîtier et du mécanisme à l'intérieur. Les montres suisses, elles sont bien connues pour ça. Bien sûr. C'est la même chose, ça. C'est la même chose. C'est-à-dire que le mécanisme et le boîtier, c'est toi. C'est le plus important. Les aiguilles, c'est ça. D'accord. Ou ça. D'accord. D'accord. Donc, que tu mettes 10 balles ou 1000 balles dans tes aiguilles, ça ne va pas changer ta montre. Ça va pas marcher mieux. Ça ne va pas marcher mieux, ça c'est clair, de toute façon, c'est évident. C'est exactement ce contre lequel je me bats. Parce que je reste convaincu que quand tu es un bon opérant, un bon officiant, que ce soit en bois, en plastique, en métal ou en torchis, le travail sera toujours fait. Le travail sera toujours fait. Oui. Oui. Maintenant, ça dépend quand même ce que tu fais avec le pendule. Si tu travailles dehors, dans le vent, et que tu as un pendule en bois, le vent va faire bouger le pendule, pas la vibration. C'est une interaction physique. Ouais, bah oui. C'est pas une interaction de croyance. Bah voilà. Nous sommes bien d'accord. Regarde, pour exemple, une baguette qui est faite pour travailler en extérieur. Ouais. D'accord? Bah, si j'enlève le bout, tac, regarde, c'est magique. Alors ça se dévisse, c'est pas mal ça. Voilà. Eh ben, je vais être plus emmerdé pour travailler en extérieur, parce que j'ai plus ma mascotte, et donc elle va être plus sensible au vent. Là je suis d'accord. C'est physique. Oui, c'est complètement physique. On fait avaler aux gens que si le pendule n'est pas en telle matière, on ne pourra jamais faire le travail. Ah oui, d'accord. Là je suis pas d'accord. Oui, non, je suis bien d'accord. Là je suis pas d'accord. Parce que les baguettes, on en a en plastique. Un pendule, c'est un cheveu, un clou. Exactement. C'est un fil à pêche et un écrou. Oui, bah voilà, oui. Exactement. Ça, il faut bien comprendre. Moi, ce que je trouve le plus merveilleux, tu vois, c'est le type qui va se fabriquer son pendule. Le type qui va se faire ses baguettes, il va se les faire à sa main. Et en plus, par contre, ça c'est intéressant, c'est qu'il va injecter dans son outil une intention. Tout à fait. Et ça sera d'autant plus son petit bébé à lui. Oui, non, mais tout donc à fait. ça, il fera d'autant plus attention. Et il aimera d'autant plus. Donc ça arrange les choses. Mais le fait qu'on vende à 150 boules un machin comme ça, parce que c'est le meilleur, parce que c'est ça qu'il vous faut, c'est du commerce. Non, mais ça, je suis d'accord. Moi, je marche pas dans la pendule. Je suis d'accord. Enfin, moi, je sais que personnellement, des pendules, j'en ai une collection. J'en ai en quartz rose, j'en ai en améthyste, j'en ai en cristal, j'en ai en bois, j'en ai en métal. Ouais, bien sûr. Mais c'est parce que je les trouve jolies. C'est un bijou. Moi, je les trouve jolies. Et puis, j'aime bien changer mon pendule parce que... Donc voilà, moi je suis pour... Alors, il m'arrive aussi aujourd'hui d'organiser des formations. Oui. Alors, je voulais pas. Je voulais pas parce que
je ne voyais pas de quel droit j'allais former les gens alors que bon, je suis pas un professeur. Oui, oui, non, d'accord. Donc moi je voulais pas, et puis en fait ben, ça s'est passé bizarrement, c'est qu'il y a des gens qui ont insisté. Il y a des gens qui ont dit, moi de toute façon je veux absolument que vous m'appreniez ce que vous savez, on va pas appeler cette formation, mais dites-moi comment vous avez appris ce que vous avez appris. Voilà, et les gens ont voulu absolument venir au bout de ma table pour que je leur explique ma démarche, ma propre démarche, qu'ils ont d'ailleurs adopté. Ils ont d'ailleurs adopté, ils ont appris à faire les mêmes choses que moi. Mais je ne me sentais pas l'âme d'un professeur, et moi je ne voulais pas le faire. Et malheureusement, enfin heureusement, ou pas bon comme c'était comme ça, j'ai dû plier sous le poids de la demande. Et j'ai dû mettre au point des méthodes pragmatives pour apprendre aux gens très rapidement à pouvoir devenir, alors dans un premier temps, mon premier stage c'est la sourcellerie. Voilà, donc à être sourcier, donc savoir de manière absolument infaillible, trouver une veine d'eau, la profondeur, le débit, être sûr de son coup, et ensuite, dans un deuxième temps, travailler sur les réseaux magnétiques et pouvoir justement assainir une habitation par ce biais-là. Voilà. 2 jours, 2 demi-journées de travail théorique et pratique, et ensuite 2 demi-journées de récréation, et quand même avec mise en œuvre de ce qu'on a appris. Bien sûr. Voilà. Et le côté un petit peu ludique des après-midi, ça apporte beaucoup aux gens et beaucoup d'échanges aussi, parce qu'il y en a qui comprennent des choses, mais pas de la même manière, et donc il y a beaucoup d'échanges, et ça fonctionne très très bien. Les gens avancent. Et ce que je veux, moi, c'est qu'au bout de 2 jours, que les gens soient opérationnels. Moi, je ne vais pas leur raconter des délires de machin, de trucs et de bidules, et je ne vais pas leur parler d'âme errante par exemple, avant qu'ils n'aient compris ça. Oui, non, bien sûr. Après, s'ils veulent, on fait un deuxième stage. Le module 2, moi je le fais, il n'y a pas de problème. Et on va commencer à travailler là-dessus. La reconnaissance de ce qu'on a en face de soi, comment on les reconnaît, comment ça se passe. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc, travail de base, pragmatif. C'est de la physique de toute façon. Moi je tiens à dire que la géobiologie ne reste jamais qu'un art physique, c'est une matière physique. Voilà. Comment bloquer une veine d'eau? Mon ami Gérard, comment bloquer une veine d'eau? Bah tu vas me dire on prend une pelleteuse et puis on draine. Ça c'est une solution. Mais il y a peut-être. Non mais voilà. Alors ça c'est le problème. Alors, excusez-le. Non mais c'est vrai. Oui, non mais c'est vrai, d'accord. Ce problème-là se pose, et ça je suis très direct avec les gens, quand les gens me demandent, voilà j'ai un problème, j'ai de l'humidité dans la maison, mon plâtre est pourri, j'ai de la flotte qui ruisselle sur les murs, là j'en ai, c'est pas compliqué, pelleteuse, drainage. Pas s'emmerder à bloquer une veine d'eau, alors qu'en fait c'est tout simplement une résurgence, c'est-à-dire qu'une veine d'eau qui vient à fleur de terre, à fleur de la maison, et qui redescend, donc forcément il y a une forte pression, et ça sort. C'est tout à fait naturel. Je ne vais pas m'amuser à leur dire je vais vous bloquer la nocivité, alors c'est pas la nocivité qu'il faut bloquer, c'est le flux. Oui, bien sûr. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Par contre, quelqu'un qui m'appelle en me disant voilà, j'ai un sacré problème, j'ai des fissures sur la baraque, j'ai pas l'humidité dans la maison, j'ai des fissures, je me sens mal dans mon canapé, je dors mal dans la maison, là ça m'intéresse. Parce que là je vais la bloquer et je vais m'occuper du magnétisme dégagé. Alors comment je bloque tout ça? C'est pas compliqué. C'est de la physique qu'on a appris à l'école, en primaire. Voilà. Ah bon? Ah ouais. Tu te rappelles pas de la petite gamelle qu'on prenait avec de l'huile dedans? Non, tu t'en souviens pas de ça? T'as pas fait ça? Une aiguille? Oui. Un aimant? Oui. Tu frottes l'aiguille sur l'aimant et tu la mets dans l'huile? Oui. Eh ben voilà. Ah bah c'est vieux ça. Ah jeune ça. Mais je me rappelle encore, tu vois. Oui, mais toi t'es un gamin. Ah oui mon gars, bah oui, juste avant ça. Donc là on va parler de polarité. Tout simplement, la polarité. Alors, depuis le début je te dis que donc, ce qui monte problème tellurique, c'est nouveau négatif. D'accord. Donc ça remonte du sol et ça nous embête. Eh bien, il va falloir capter ces possibilités-là. Les capter avec des sortes d'antennes. Et les antennes, on ne va pas les mettre dans le ciel puisqu'on ne va pas aller choper le cosmo, on va choper le tellurique. D'accord. Le cosmique, pour l'instant, ne nous intéresse pas. C'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le tout, c'est de repérer ta veine d'eau. Tu repères bien ta veine d'eau. Une fois que tu as ta veine d'eau, moi j'ai les petits piquets, je les plante sur la veine d'eau. D'accord. Je fais mon petit chemin, le petit poussé, donc je plante, je matérialise ma veine d'eau, et ensuite qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller choper un angle Hartmann, le réseau dont je parlais tout à l'heure, petit côté planeur. Quand j'ai repéré un angle Hartmann qui se trouve sur ma veine d'eau, c'est l'endroit précis où je vais planter une tige métallique, qui va me servir de capteur. Tige métallique, alors c'est du fer-tor qu'on trouve chez Bricomarché, chez machin, voilà, du fer à béton, de la tige tout simplement, de 8 ou 10 mm en fonction de ce qu'on veut faire. Et ensuite, eh bien, dans le coffre d'un géobiologue, eh bien, tu vas trouver plein de choses. Un marteau, une masse, une meuleuse d'angle, c'est assez impressionnant, une rallonge de plus de 50 mètres, voilà, on se travaille avec tout ça. On est des artisans finalement. Et donc en fonction de la gravité, en fonction de la profondeur, moi je vais tout simplement, instinctivement, savoir ce qu'il me faut comme longueur et comme diamètre. D'accord. Je vais prendre une tige métallique que je vais couper, donc à 50 cm, 60
cm, quelquefois 1 mètre, hein, en fonction de la gravité. Et ensuite, je vais repérer le côté positif et négatif de ma tige, puisque ma tige, à partir du moment où elle est coupée, elle est polarisée. J'ai un côté positif et un côté négatif. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais planter mon côté positif vers le bas, d'accord, pour aller chercher le côté négatif. Moins plus ça tire, le côté négatif attiré par le plus, va ressortir le long de ma tige métallique et va ressortir avant la maison. Ça reste à l'extérieur, tout simplement, d'accord. Ça, c'est la base. Quand on sait faire ça, déjà, on sait bloquer les lucidité d'une veine d'eau. Petite veine d'eau. Une grosse veine d'eau, on peut aller jusqu'à 3 tiges à planter en même temps. D'accord. Donc, une sur chaque berge, parce qu'une veine d'eau, c'est une berge droite, une berge gauche, et un milieu, tout simplement. Eh bien, on va planter une tige sur chaque berge, et une tige au milieu. On va raccorder avec un fil de cuivre, tout simplement. Et chlope. Et là, on chope toute la lucidité, elle ne rentre plus sous la maison, elle ne rentre plus sous l'habitat des animaux, d'élevage, etc. Ça fonctionne très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut planter une tige métallique sur un terrain un petit peu pas évident, parce que ça arrive ça quelquefois. On m'a déjà fait le pari, j'avais une veine d'eau à neutraliser et j'ai dit au gars, bah, tiens, je vais planter une tige métallique de 60 cm à cet endroit-là. Et le mec, il a éclaté de rire, complètement éclaté de rire, en me disant, si tu arrives à rentrer 60 cm de tige ici, je te paye le champagne. Et je t'invite à bouffer. Je dis, bah écoute, oui, d'accord, ok, comment est-ce que je fais? Bah, je m'en réfère encore à ce côté instinctif du sourcier. Bah, je prends une baguette dans une main, ma tige métallique dans l'autre, et tout autour de l'endroit que j'ai localisé, je vais poser ma tige. Tant que ma baguette ne bouge pas, je ne plante pas. Je cherche. À un moment, je vais la mettre, ça vire. C'est l'endroit. Donc là, je pose ma baguette, je prends ma massette et je commence à rentrer ça tranquillement. Voilà. Et logiquement, ça rentre comme dans du beurre. D'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le passage qu'a choisi la nature pour essayer de faire ressortir ces espèces de saloperies négatives. Et donc, si ça peut ressortir vers le haut, ben, ma tige elle va rentrer vers le bas. C'est tout à fait logique. Donc voilà comment est-ce qu'on bloque une veine aquifère à l'extérieur d'une maison. Voilà. Ok. C'est tout simple. Eh bien écoute, je pense que là on a fait un bon tour de ton métier. Oui. Quand même. On aura l'occasion, je pense, de faire d'autres vidéos parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Oui, bien sûr. C'est un aperçu seulement ça. Voilà. Donc en fin de compte, nous sommes dans une série télévisée, chers amis, hein, et la suite au prochain numéro. On va pas faire aussi long que Dallas, on n'y arrivera pas. Ouais, non, pas quand même. Ok, mes amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, vous étiez dans l'émission Le Chaudron du Druide, et nous étions reçus par Silver Garbi, qui nous a parlé de son métier de géobiologue. Première partie. Chapitre 1. Chapitre 1. Attention les gars, il y en a plein derrière. Voilà, l'aventure se termine pour aujourd'hui, mais on se retrouvera très prochainement pour de prochaines aventures. Merci, au revoir. Salut tout le monde. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.